Voilà. Eh bien, nous avons eu tous les acteurs de la transition énergétique réunis ce matin et vous avez vu que la féminisation de l'énergie est en marche. Voilà. Madame la Présidente, je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans le cadre donc de notre 38e congrès de la FNCCR. Je voudrais rappeler à nos congressistes que vous nous aviez fait l'honneur de bien vouloir conclure par vidéo les travaux de notre précédent congrès national à Nice en octobre 2019. C'est donc un réel plaisir de vous retrouver cette fois pour l'ouverture de cette nouvelle édition, puisque nos travaux viennent tout juste de débuter ce matin. Vous concluez une matinée au cours de laquelle nous avons donné la parole aux responsables des deux grands GRD, que sont Enedis et GRDF. Les réseaux constituent évidemment une préoccupation essentielle de notre fédération, mais nous sommes également très concernés par le mix énergétique et la fourniture. Il va en être, je pense, beaucoup question lors de cet échange. La Commission de régulation de l'énergie est un acteur central de nos systèmes électriques et gaziers. Et à ce titre, elle est confrontée au redoutable défi des déséquilibres, voire des dysfonctionnements majeurs qui affectent ces systèmes depuis maintenant plusieurs mois. Les collectivités, groupements de collectivités, représentés par notre fédération, sont en effet impactés de plein fouet par la crise énergétique, et cela à plusieurs titres. D'une part, comme vous le savez, les collectivités du bloc communal exercent la compétence d'autorité organisatrice, non seulement donc des services publics d'acheminement sur les réseaux, mais aussi de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente. Le modèle de contrat de concession qui a été publié fin 2007 traite de ces deux aspects et il a été longuement négocié à l'époque avec EDF pour la partie fourniture aux tarifs réglementés de vente. Nos collectivités sont très attachées à la préservation du service public de l'énergie, y compris dans le cadre des tarifs réglementés. Elles sont donc particulièrement attentives au débat actuellement ouvert sur la construction de ces tarifs. Nous avons toujours été très réservés sur le principe de contestabilité qui a pour effet de priver les consommateurs d'électricité aux tarifs réguliers de vente des bénéfices du mix énergétique national français, puisque ce principe contraint à ajuster le TRV en fonction des hausses du prix d'équilibre du marché européen, qui dépend, rappelons-le, des centrales à gaz ou à charbon en Europe centrale ou orientale. Sans le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, ce mécanisme entraînerait malheureusement les consommateurs français qui font confiance aux services publics vers des niveaux de tarifs sans commune mesure avec le coût de l'électricité que les efforts considérables, il faut le rappeler, de générations successives de Français avaient pourtant permis d'obtenir via la mise en place du programme électronucléaire. Bien entendu, il y a encore moins de salut sur le marché ouvert à la concurrence lui-même, sur lequel on voit désormais avec effarement des fournisseurs d'électricité mettre la clé sous la porte, se faire racheter ou dénoncer massivement les contrats qui les liguaient à certains consommateurs français. Nos collectivités sont également impactées en leur qualité de consommatrices d'énergie, auxquelles précisément le bénéfice des tarifs réglementés a été refusé. Pour elles, Madame la Présidente, il n'y a donc pas de bouclier tarifaire. Il en résulte actuellement, où nous le constatons tous, une augmentation parfois vertigineuse des coûts de fonctionnement de certains services publics locaux essentiels, tels que les services des lots, qui vont être bientôt obligés de répercuter ces hausses de coûts dans leurs propres tarifs. Face à cette logique inflationniste que je qualifierais d'infernale, nous voyons profiler d'inquiétantes perspectives de montée en puissance de la précarité dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Dans le domaine gazier, nous sommes confrontés à des spirales inflationnistes comparables, avec de surcroît une dépendance aux importations très dangereuses en termes de sécurité d'approvisionnement. La FNCCR promeut depuis plusieurs années le développement du gaz vert, vous le savez, dans le cadre d'une convergence entre l'indépendance nationale et la transition énergétique.
Nous regrettons que cette filière n'ait malheureusement pas bénéficié jusqu'à présent d'un soutien suffisant de la part des pouvoirs publics, mais aussi, il faut bien l'avouer, parfois de la CRE, qui manque, selon nous, d'ambition dans sa vision de développement du droit à l'injection et du raccordement des méthaniseurs au réseau public de distribution. En bref, ce congrès intervient dans un paysage énergétique en pleine tempête. Nous voulons être néanmoins optimistes et croire à la possibilité d'un retour à des systèmes énergétiques équilibrés et surtout favorables aux consommateurs. Mais cela passera inévitablement par des réformes substantielles faisant une place beaucoup plus grande que par le passé aux services publics et à la recherche de l'intérêt général. Nous sommes donc particulièrement impatients de vous entendre, Madame la Présidente, sur ces grands enjeux. Je vous remercie d'avoir accepté de nous consacrer ce moment et de vous prêter, vous aussi, un échange tout à l'heure avec la salle après votre intervention liminaire. Madame la Présidente, c'est à vous la parole et merci. Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Monsieur le Président, cher Xavier Pintat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de clôturer votre congrès de Nice et j'ai aussi eu la chance de pouvoir bien travailler, je pense, avec la FNCCR dans des vies antérieures. Je prendrai un seul exemple, le programme ACTE, dont vous parlerez probablement plus tard lors de ce congrès qui nous a réunis dans la possibilité de faire des économies d'énergie. C'est donc un réel plaisir et un honneur de nouveau d'être présente à vos côtés à Rennes aujourd'hui à ce 38e congrès qui rassemble les principaux représentants des collectivités spécialisées dans les services publics locaux en réseau, dont l'énergie fait peut-être particulièrement partie en ce moment. Vous l'avez dit, ce congrès se tient en pleine tempête. Et cette tempête, vous la vivez, les collectivités territoriales, les autorités concédantes, les régies, puisque malgré la hausse des prix de l'énergie, vous continuez à assurer les services publics essentiels à nos concitoyens. Vous en avez parlé, Monsieur le Président, la gestion de l'eau, mais aussi le chauffage dans les écoles et dans les bâtiments publics, l'ouverture de ces lieux publics, la continuité de notre vie collective, culturelle et de loisirs. Vous le faites face à une crise qui est objectivement une crise sans précédent, peut-être la plus grave crise énergétique que le continent européen ait connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 77 ans. Et cette crise, mes prédécesseuses à cette tribune l'ont rappelé, Madame la directrice générale de GRDF, Madame la présidente d'Enedis, et je suis ravie moi aussi d'être dans cette continuité féminine de fin de matinée, cette crise fait maintenant plus d'1 an qu'elle dure. Nous sommes à des niveaux qui, pour les équipes de la CRE, mais comme vous tous, ont atteint des sommets absolument sans précédent. 250 à 300 € du mégawattheure pour le gaz, 1 000 € parfois même plus pour le mégawattheure pour l'électricité. Et évidemment, cette crise questionne notre rôle à tous et le rôle du régulateur. Peut-être un mot de constat, parce que d'un constat posé correctement naît après une vision sur les solutions à apporter. Le constat que je porte sur cette crise, que la CRE porte sur cette crise, c'est que c'est d'abord vraiment une crise d'approvisionnement. Ça n'est pas une crise financière, ça n'est pas une crise spéculative. En gros, nous manquons de molécules de gaz et d'électrons. Cette crise démarre en fait dès le printemps et l'été 2021, le premier signe avant-coureur étant le fait que Gazprom ne remplisse pas les importants stockages qu'il détenait en Europe et notamment en Allemagne, alors même que la reprise économique était forte post-Covid et que cette reprise tendait l'équilibre offre-demande mondiale en gaz. L'Europe a ainsi abordé l'hiver 2021-2022 avec des stockages de gaz insuffisamment remplis, et cette crise gazière s'est transférée au prix de l'électricité, puisque, nous le savons tous désormais, les centrales à gaz sont essentielles à la production électrique européenne, notamment en hiver. En parallèle, la situation a évolué dans notre pays avec une deuxième crise de l'approvisionnement à partir de la découverte des problèmes de corrosion sur certains circuits de refroidissement de certains réacteurs nucléaires en décembre 2021, avec 12 réacteurs sur 56 actuellement concernés, ce qui entraîne une baisse significative, et nous l'espérons tous temporaire, de la production nucléaire. Je salue les efforts faits par EDF sur le plan de travaux, et les dernières données qu'EDF nous a communiquées collectivement, c'est une production
entre 280 et 300 TWh pour 2022, puis 300 à 330 pour 2023, 315 à 345 en 2024, c'est-à-dire une production qui restera plus faible que l'année de référence 2021 à plus de 360 TWh. Si ensuite nous ajoutons l'impact de la guerre en Ukraine avec l'invasion de la Russie le 24 février 2022, nous avons tous les éléments de cette crise sans précédent qui s'est nouée. Ce qui signifie que même si finalement l'Europe a passé l'hiver 2021-2022 finalement pas si mal, grâce à un hiver assez doux et à l'arrivée massive de GNL, la situation pour l'hiver qui vient apparaît donc à tout le monde, à vous comme à nous, extrêmement tendue. Ce que j'essaye de vous dire dans cette description, c'est que nous sommes vraiment face à la succession d'événements imprévisibles qui percutent fortement un système énergétique qui n'a pas été conçu pour être capable de résister à des chocs tellement importants. Ces événements percutent la sécurité d'approvisionnement et ont un impact majeur sur les prix que vous subissez, que nous subissons aujourd'hui. Cette succession d'événements nous force à agir pour établir autant que possible l'équilibre offre-demande et pour protéger les consommateurs face à ces prix tellement élevés. Je voudrais, dans la suite de mon propos, vous dire comment la Commission de régulation de l'énergie, que j'ai donc l'honneur de présider depuis un mois environ, est mobilisée pour agir dans son domaine de compétences, mais aussi pour soutenir les pouvoirs publics dans la gestion de cette crise. Pour résorber les tensions sur l'hiver 2022-2023 et pour faire baisser les prix à court terme, la première action est de tenter de rétablir l'équilibre offre-demande, ce qui veut dire augmenter l'offre au maximum et réduire la demande pour autant que nous en soyons capables. En gaz, de nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs publics à court terme. J'en citerai deux auxquelles la CRE contribue très fortement. Le remplissage des stockages, qui ont été cités, ils atteignent maintenant 97%, donc on est vraiment très près des 100%, et le renforcement des capacités d'interconnexion. Par ailleurs, pour les hivers prochains, la France a fait le choix d'augmenter ses capacités d'importation de gaz avec un nouveau terminal flottant méthanier au Havre, et la CRE est pleinement mobilisée pour que sa mise en œuvre puisse être rapide. En électricité, nous avons, à la demande du gouvernement, revu les cahiers des charges des appels d'offres qui ont été modifiés, et ça a d'ailleurs aussi été le cas en gaz, vous l'avez dit, Madame la Directrice Générale, pour accélérer le raccordement des ENR lauréates, qui sont lauréates mais bloquées par la hausse des coûts et la hausse des taux d'intérêt. De même, de nombreuses mesures exceptionnelles ont été prises pour pouvoir mobiliser l'ensemble des capacités de production disponibles. Mais ces dispositifs n'auront un impact réel que si nous constatons en parallèle une baisse de la consommation effective. C'est un enjeu essentiel, vous le savez, pour affronter l'hiver, et dans les différents scénarios qui ont été faits, a fortiori si l'hiver est rigoureux. Globalement, nous savons des scénarios d'RTE et de GRDF et de GRT Gaz, que si l'hiver est doux ou modéré, nous devrions passer sans difficulté majeure, qu'en revanche, si l'hiver est froid, là, la situation sera plus tendue. Et comme nous ne sommes pas encore en capacité de prédire la température au jour le jour jusqu'au mois de mars, nous avons besoin d'avancer sur cette baisse de consommation. Chacun peut agir, les ménages, par des éco-gestes, et les campagnes pédagogiques seront faites pour les accompagner. Les acteurs économiques, les entreprises, les acteurs du tertiaire, je pense aux centres commerciaux qui peuvent déclencher leur chauffage un peu en avance pour laisser faire l'inertie lors des heures de pointe, ou les entreprises qui arrivent à s'organiser un peu différemment. Et les administrations devront montrer l'exemple, et à la CRE, comme partout, nous aurons un plan de sobriété hiver pour veiller que le chauffage ne dépasse pas les 19 degrés dans nos locaux. Vous avez évidemment un rôle de premier plan à jouer. D'abord parce que vous pilotez votre consommation, j'y reviendrai sur la question des prix, et ensuite parce que vous êtes en première ligne pour soutenir la sobriété. C'est cette mission essentielle de conseil que vous avez auprès de nos concitoyens. La commune est le premier échelon de la République. Elle est celle dans laquelle la vie des Français s'ancre, celle dont les politiques publiques ont l'impact le plus direct sur la vie des Français, celle pour lesquelles les citoyens ont le plus confiance. Je n'ai pas de doute sur le fait que vous serez là, aujourd'hui et tout cet hiver, dans cet esprit de solidarité nationale, pour agir et pour encourager nos concitoyens à économiser le gaz et l'électricité. Tout ceci a pour objectif de nous permettre d'éviter d'éventuels délestages, qui sont évidemment une source d'inquiétude importante pour les collectivités, pour les services essentiels sur leur territoire. Et je rappelle que beaucoup de mécanismes seront activables avant de recourir au délestage.
l'activation des signaux de type éco-watt, l'interruptibilité, l'effacement, le cas échéant, la baisse de tension. Et en gaz, les éventuels délestages ne concerneront pas, mais vous le savez, les consommateurs particuliers. Un point sur lequel j'aimerais insister est que si nous arrivons à baisser un peu notre consommation et notre consommation prévisionnelle, nous ferons baisser les prix par les mécanismes de marché, avant même de retravailler sur le design de marché, qui est évidemment une question importante. L'une des raisons pour laquelle les prix sont élevés, notamment en électricité, est liée aux anticipations pessimistes des acteurs sur notre difficulté à ce que l'offre et la demande se rencontrent pendant cet hiver. Si nous démontrons collectivement notre capacité à ce que cette demande baisse un peu et que l'offre soit en capacité de fournir, le surcoût sur les coûts spot et les coûts à court terme de l'électricité devrait baisser un peu, ce qui devrait nous permettre de faire baisser les primes de risque et les primes de décalage entre les prix en Allemagne et les prix en France, ceci au bénéfice du pouvoir d'achat de tous les acheteurs, de tous les consommateurs. Évidemment, dans cette période troublée, la CRE a également un rôle extrêmement important pour la protection des consommateurs et pour le suivi des fournisseurs. Au niveau national, je sais que vous attendez de cette commission, de cette institution, une régulation forte qui corrige, qui sanctionne et qui réforme quand c'est nécessaire. Et je m'y engage, la CRE sera d'une extrême vigilance sur la surveillance du marché et force de proposition pour renforcer la protection de tous les consommateurs. C'est dans cet esprit que nous avons publié en fin de semaine dernière une consultation publique qui vise à faire évoluer la méthode de construction des tarifs réglementés de vente d'électricité. L'un des enjeux est de conforter les heures pleines, heures creuses pour les consommateurs qui ont la capacité de décaler leur consommation. Pendant la crise actuelle, nous avons effectivement aussi besoin de flexibilité, non seulement de sobriété, mais de capacité à décaler la consommation, ce qui doit nous permettre de passer la pointe. La CRE propose aussi des pistes pour mieux refléter les coûts de fourniture d'électricité et permettre une juste compensation aux fournisseurs qui reflètent leurs coûts d'approvisionnement. J'ai bien entendu, Monsieur le Président, la position ancienne de la FNCCR sur la question de la construction, du mode de construction des tarifs et la contestabilité. Je pense que nous avons devant nous une question à moyen terme de savoir, et vous le disiez, comment faire bénéficier tous les consommateurs de la qualité et de la diversité de notre mix énergétique. Cette année, les tarifs sont la base de compensation des fournisseurs, puisque les tarifs ne s'appliquent pas aux consommateurs, puisqu'ils ont été gelés à travers les boucliers en gaz et en électricité. Nous avons besoin d'être en capacité de compenser les fournisseurs au plus juste de leur coût d'approvisionnement pour permettre à ces fournisseurs de fournir et à chacun des consommateurs d'avoir accès à de l'électricité. C'est le sens de cette proposition. La consultation est en cours. Je ne doute pas que la FNCCR répondra à cette consultation qui dure jusqu'à mi-octobre. C'est également dans cet esprit que nous rencontrons, souvent à mon niveau, un par un, les fournisseurs pour comprendre leurs difficultés et travailler avec eux sur les bonnes façons de protéger les consommateurs. Je le redis, nous serons très vigilants sur cette protection des consommateurs, notamment dans le cadre du bouclier tarifaire, pour être sûr que tous les consommateurs ont bien accès, individuels et résidentiels, ont bien accès au bouclier tarifaire. Sur ce sujet, nous travaillons en liaison étroite avec la DGCCRF et l'autorité de la concurrence, dont les missions sont complémentaires aux nôtres. Je rappelle ici que les fournisseurs alternatifs ne bénéficient pas, et nous y veillons, de rente ou de profit via l'Arenh. L'Arenh a pour vocation à bénéficier directement aux consommateurs finaux, à ceux d'EDF d'ailleurs, comme à ceux des fournisseurs alternatifs, que les consommateurs soient éligibles ou non aux tarifs réglementés. C'est d'ailleurs une protection majeure pour tous les consommateurs, les collectivités territoriales, toutes les entreprises, qui leur permet de ne pas être entièrement exposés aux prix de gros et au niveau extrêmement élevé que nous avons atteint. Aux fournisseurs qui tenteraient de contourner les règles, de garder de l'Arenh ou de faire des profits sur cette Arenh, je dis que la CRE sera intransigeante. Une première enquête a été lancée récemment, d'autres investigations sont en cours d'examen et elles se poursuivront. Au niveau européen, la CRE porte sa voix auprès de ses homologues et des autorités publiques pour pousser les réformes nécessaires. Notre pays a fait le choix depuis de nombreuses années de la solidarité européenne. Très bien. Le déjeuner aura lieu prochainement, mais je vais finir mon propos rapidement. Cette solidarité européenne, nous en avons besoin et nous en avons besoin cet hiver.
Comme vous le savez, nous sommes devenus exportateurs via nos interconnexions de gaz vers l'Allemagne et vers l'Italie, puisque nous sommes en train de renverser notre interconnexion gaz de la France vers l'Allemagne. Cette solidarité en gaz, qui utilise à plein nos capacités d'arriver sur le territoire européen via nos terminaux méthaniers, cette solidarité en gaz, elle sera payée de retour par une solidarité en électricité. Et vous le savez aussi, nous importons de plus en plus souvent notre électricité. Nous sommes importateurs nets de plus en plus, je crois que ça doit être 80 ou 90 jours l'année dernière, en électricité. Donc, être solidaire, c'est être solidaire dans les deux sens, et ce sera au bénéfice de chacun des partenaires. Mais être présent sur le plan européen, faire fonctionner actuellement, dans les règles actuelles, le marché de l'énergie, ça ne veut pas dire rester immobile, ça ne veut pas dire continuer à travailler sur l'évolution de ce marché. Sur un exemple très concret qui était l'existence d'un prix plafond de l'électricité à très court terme qui montait de 3 000 à 4 000 puis 5 000 euros, la CRE a été extrêmement active pour faire changer une règle européenne et arrêter de faire monter ce prix plafond. Plus globalement, la CRE sera en soutien des initiatives de l'Union européenne à court terme, avec les mesures d'urgence que la Commission a annoncées récemment, et à moyen terme sur la réflexion sur ce fameux design de marché. Je partage l'idée que les consommateurs doivent être moins exposés au prix de gros de l'électricité très élevé pendant la crise. L'un des outils pour atteindre cet objectif est de mieux développer les marchés à moyen et long terme, et je crois, Monsieur le Président, que ça fait également partie des propositions anciennes de la FNCCR, que de développer ce qu'on appelle les PPA, les partenariats à long terme, qui permettent de redonner de la visibilité aux acteurs. Ce point me paraît être une piste importante pour que nous puissions bénéficier de ce mix énergétique. Mais vous le savez, la situation actuelle est très extraordinaire par rapport au fonctionnement classique du marché. Et en ce qui concerne les énergies renouvelables, pendant des années, c'est en fait le contribuable, la solidarité nationale qui les a subventionnés pour les acheter à un prix qui était supérieur au prix du marché et leur permettre de se développer. Et à ce moment-là, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de vouloir avoir une partie stricto sensu énergie renouvelable dans les tarifs qui finalement aurait plutôt augmenté les tarifs. Et donc il faut aussi avoir un système qui puisse bénéficier à la fois aux producteurs et aux consommateurs, quelle que soit l'équation de marché. Je voudrais finir par reparler de transition énergétique et écologique. Parce que si la crise met bien un point en exergue, c'est que notre dépendance aux énergies fossiles est préjudiciable sur tous les plans. Sur le plan écologique, évidemment, je ne reviens pas sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur le plan économique, puisque c'est cette dépendance qui fait augmenter les prix, et en termes de souveraineté, puisque c'est cette dépendance qui nous pose des difficultés pour cette question du passage de l'hiver. Nous devons donc décarboner, et décarboner le plus vite possible. C'est un impératif pour atteindre nos objectifs de souveraineté, nos objectifs de l'accord de Paris, et à moyen terme, protéger les consommateurs. Décarboner, ça veut dire décarboner notre électricité, dans un contexte, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, où la demande va fortement augmenter, puisque nous devons électrifier largement les transports, le chauffage, les process industriels. Nous devons donc accélérer le déploiement des énergies décarbonées, en particulier l'éolien et le solaire. Je pense que les débats auront lieu pendant tout ce congrès sur les questions d'acceptabilité, parce que mes fonctions de secrétaire d'État à la transition écologique pendant 2 ans m'ont montré que ces questions sont complexes, que cette acceptabilité est forcément très locale et que c'est un sujet qui doit être retravaillé. Mais en tant qu'acteurs publics, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Nous avons à faire des choix forts. Ces choix seront soutenus par la prochaine loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Et la CRE est d'ores et déjà à la manœuvre, aujourd'hui comme demain, pour instruire les appels d'offres, les dialogues concurrentiels, pour pouvoir accélérer et suivre le rythme de cette accélération. Et puis je voudrais parler spécifiquement du biométhane, pour vous dire que, pour moi, pour la commission que je dirige, c'est une énergie importante. Il est souvent moins cité, vous l'avez remarqué, mais ça reste un axe majeur de notre politique énergétique et je crois en la complémentarité des énergies. Je crois que le vecteur électrique et le vecteur gaz sont complémentaires, à condition qu'ils soient décarbonés. Avoir de plus en plus de gaz vert nous permettra, pour les usages qui ne peuvent pas être électrifiés, de remplacer du gaz importé par du biogaz local.
La CRE valide depuis 2019 les zonages de biométhane pour donner de la visibilité aux acteurs, permettre les investissements nécessaires. Elle continuera à le faire à un rythme soutenu avec les gestionnaires de réseau, peut-être en renforçant notre partenariat avec les collectivités, Monsieur le Président. J'ai entendu votre appel à ce qu'on travaille peut-être de façon plus resserrée ensemble sur ce sujet et j'y réponds bien volontiers. Enfin, et c'était le sujet des présentations précédentes, la CRE accompagne la transformation des réseaux. Cette transformation de notre paysage énergétique doit forcément être accompagnée, facilitée par la mutation de nos réseaux de distribution en électricité et en gaz. Et dans mon esprit, régulation locale et régulation nationale sont complémentaires pour préparer les réseaux aux enjeux de demain, au développement des renouvelables, à l'exploitation des technologies numériques et des données si importantes, au déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques. La régulation locale, c'est le rôle fondamental des autorités concédantes que vous êtes, votre mission d'organisation du service public de distribution de l'énergie avec les gestionnaires. Je me félicite à mon tour que la nouvelle génération de contrats de concession des réseaux de distribution d'électricité soit en place, comme vous le disiez, Madame la Présidente. Il me semble que c'est un gage de stabilité et de confiance dans l'avenir. La régulation nationale, c'est le rôle de la CRE. Nous nous assurons que les réseaux de distribution disposent des moyens financiers pour exploiter les réseaux, pour investir, puisque les investissements sont cruciaux dans cette période, voire à long terme, mais aussi pour qu'ils agissent en gestionnaires efficaces, efficients, pour protéger la facture des consommateurs. Ça a été le cadre de la discussion du TURPE 6, entré en vigueur en août 2021. Ce sera aussi le cadre de la discussion du TURPE 7, et ce sera le cadre du plan de développement des réseaux de tous les gestionnaires de distribution qui desservent plus de 100 000 clients. La prochaine génération tarifaire, sur laquelle nos réflexions sont d'ores et déjà entamées, tiendra compte de la généralisation des nouveaux usages comme le stockage de l'électricité, la mobilité électrique, la mise en valeur des données des compteurs, notamment Linky, dont Marianne Legnaud a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour Gaspard. Pour le gaz, l'enjeu du prochain tarif de distribution sera de refléter au mieux l'évolution des usages du réseau dans un contexte de décroissance de la consommation de gaz fossile, de développement des gaz verts. Enfin, pour l'électricité comme pour le gaz, s'agissant des plans de développement des réseaux, je voudrais vous dire un mot sur la vision de la CRE de mon point de vue. La CRE apportera un regard et une analyse sur les méthodologies d'investissement, sur la robustesse, sur le caractère non discriminatoire, sur l'efficacité du traitement des demandes de raccordement, la garantie de continuité d'alimentation, l'intégration d'une gestion intelligente et moderne des enjeux. La CRE ne se substituera pas à vos missions en tant qu'AODE, nos interventions sont complémentaires, et sur ce sujet, comme sur les autres, nous devons unir nos forces pour réussir la transition énergétique. En conclusion, je crois que nous sommes tous bousculés par cette crise. Nous en subissons les conséquences directes, des craintes très concrètes pour l'approvisionnement, un risque de déstabilisation d'un système qui fonctionnait, un impact important sur les factures. Je sais vos difficultés concernant le renouvellement de vos propres contrats de fourniture, vos appréhensions pour le passage de l'hiver, et la CRE est tout à fait prête à vous accompagner dans cette crise, être à l'écoute de vos propositions, celles de la FNCCR, peut-être retravailler très concrètement avec vous les cahiers des charges pour voir dans quelles conditions vous pouvez être des acheteurs avisés face à des fournisseurs qui, eux-mêmes, sont en pleine tempête dans cette crise. La crise nous rappelle également la ligne que le pays s'est fixée en matière climatique, l'atteinte de la neutralité carbone. Cette atteinte de la neutralité carbone en 2050, elle se fera avec tous les acteurs, avec les collectivités qui sont en première ligne. Les défis que nous avons devant nous paraissent colossaux, mais j'ai l'intime conviction qu'ensemble, de l'échelon national à l'échelon local, avec les gestionnaires de réseau, les fournisseurs, les producteurs, avec les collectivités, nous les surmonterons. Vous pouvez compter sur la CRE pour s'engager dans les transformations de demain. Je vous souhaite de nombreux échanges, un congrès extrêmement fructueux, et je suis prête à quelques échanges avant la pause. Merci. Merci. La CRE sera d'une extrême vigilance sur l'évolution des marchés. Alors effectivement, on va prendre une ou deux questions et on va conclure. Messieurs, là, au premier rang. Donc au deuxième rang. Vous commencez avec vous, comme vous voulez, monsieur. Voilà, on va vous donner un micro. Je vous en prie. Oui, Madame la Ministre, Madame la Présidente, 3 petites questions. Déjà posées par le passé. Le coût d'abonnement
des compteurs par borne, c'est insupportable. C'est le déficit que nous constatons dans nos départements. Ça ne nous incite pas à remettre des bornes publiques, c'est très clair. Parce que quand on vend 500 € d'électricité par borne et que l'on paie 800 à 1800 € de coût d'abonnement, ce n'est pas possible. Je ne vous demande pas de réponse, mais je pense que Madame la Présidente d'Enedis m'avait dit qu'elle en parlerait à la commission de la CRE. La deuxième chose, nous avons sur les groupements d'achat des commissions d'appel d'offres qui sont ingérables. Dans le temps, dans la façon de faire, il faut modifier. On a quand même un reproche à faire à la CRE, c'est d'avoir agréé des fournisseurs qui n'apportaient aucune garantie et pour lesquels on leur a demandé de ne pas financer les C2E. Ça, il faut revoir les choses, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on en paie les pots cassés. On en paie les pots cassés et dans le sens où, aujourd'hui, on a dû avoir des tarifs intermédiaires très chers pour des communes de plus de 10 salariés ou de 2 millions de recettes. C'est très cher. Et là, avec une difficulté majeure, et c'est un maire de 33 ans de mandat qui vous le dit, c'est qu'on ne joue pas avec le taux d'impôt comme on joue avec les prix de l'énergie. Et enfin, c'est mon dernier point, les capacités d'injection. Je n'ai pas posé la question à Enedis. Nous sommes face à une impossibilité. Moi, dans mon département, j'ai 7000 hectares de photovoltaïque prévus. Je suis incapable de les injecter sur le réseau actuellement. Il faudra donc passer par du privé. Comment fait-on? Merci, monsieur, pour ces 3 questions. Vos réponses, madame, et monsieur, là derrière. Merci. Merci. Je n'aurai pas de réponse tout de suite sur le premier point parce que je vous avoue que ce n'est pas un sujet que j'ai encore découvert, mais je vous promets de l'instruire. Sur le deuxième, peut-être deux remarques. D'abord, les appels d'offres tels qu'ils sont aujourd'hui, à mon avis, ne sont pas du tout adaptés à la situation de marché. Et donc je crois qu'il faut qu'on retravaille avec les associations de collectivités territoriales et avec les fournisseurs pour voir comment est-ce que les appels d'offres peuvent être conçus de telle manière à ce que des fournisseurs puissent répondre et vous faire des propositions de prix dans des conditions correctes en période de crise. Sinon, ça donne des appels d'offres infructueux. En fait, ça va dans le mur, ça ne sert strictement à rien. Je pense qu'on peut y travailler avec vous. Sur les obligations faites aux fournisseurs, d'abord, ce n'est pas la CRE qui valide, qui agrée, pardon, je cherchais le mot, qui agrée les fournisseurs, c'est le ministère. Et mon prédécesseur, et c'est un point, je pense, sur lequel il avait raison, avait proposé de transférer cette compétence à la CRE. En transférant cette compétence, il faut augmenter les obligations faites aux fournisseurs pour qu'ils soient plus armés à faire face avec leurs clients à des situations difficiles. Et sur le troisième point, c'était sur le raccordement. C'est l'un des enjeux majeurs des prochains tarifs, des prochains plans d'investissement. Le raccordement des ENR, c'est une obligation impérative en électricité et en gaz. Ça n'est pas possible que le raccordement devienne un bloqueur sur le chemin critique. Et moi, je voudrais saluer les efforts qui ont déjà été faits et les augmentations de volume qui ont été citées précédemment. Après, au cas par cas, il faut qu'on commence à regarder quelle est l'équation économique la plus efficiente de tout ça, notamment, mais c'est ce qui a été dit, dans des départements dans lesquels les réseaux ne sont pas gigantesques pour l'instant et qui ont un potentiel important. Il y a probablement une réponse autour de la question de l'écrêtement, c'est-à-dire est-ce qu'on raccorde au maximum tout de suite ou est-ce qu'on raccorde avec la possibilité d'écrêter un peu quand tout tourne en même temps. Ça pourrait permettre de raccorder plus vite et d'avoir de la puissance plus vite. Merci, monsieur. Oui, merci. J'avais des questions un peu comparables. Oui, coût de raccordement. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Xavier Nicolas, vice-président de la FNCCR et président d'Énergie Eure-et-Loir. Sur le raccordement, Madame la Présidente, nous avons vous venez de le dire, on a des différences d'une région à l'autre considérables. Des régions à 1,50 € et des régions à 60 €. Là où il y a des possibilités. Donc, effectivement, ça a un impact important. Sur les appels d'offres, vous avez évoqué tout à l'heure votre évolution du cahier des charges. Cette évolution vous permet de refuser effectivement certains appels d'offres. Certains, j'en ai vu, je ne suis pas concerné, mais j'ai vu qu'ils étaient parfois des tarifs raisonnables, autour de 70 €, alors que le prix de marché est à plusieurs centaines d'euros, vous l'avez évoqué. Et donc je voulais savoir pourquoi effectivement vous utilisiez cet écrêtement alors que nous avons des besoins importants par rapport aux besoins. Vous avez évoqué cette distorsion entre l'offre et la demande qui explique effectivement les prix que nous voyons aujourd'hui, des prix de marché qui n'ont absolument rien à voir avec les coûts de production quels qu'ils soient, et qui montrent que le marché ne fonctionne pas.
Donc là aussi, c'est mon dernier point, ma dernière question. Il faut revoir ces notions de marché avec nos partenaires européens, parce qu'aujourd'hui, on a une électricité, un tarif d'électricité qui est assis sur la dernière centrale appelée, qui est une centrale à gaz qui fonctionne avec Gazprom. Pour caricaturer, je veux dire, c'est donc Poutine qui fixe le prix d'électricité en France. C'est insupportable. Donc il faut revoir ça à l'échelle européenne, comme vous l'avez évoqué. On peut imaginer un prix de gros à l'échelle européenne et un prix de détail à la maille des États. Et je crois que là, nous avons, nous, des éléments chiffrés. Nous sommes prêts à travailler avec vous pour vous donner des pistes qui permettent de revenir vers un tarif réglementé. Nous le souhaitons, nous, pour les collectivités, parce que les collègues l'ont tous dit, notre président Pinta l'a dit, les collectivités qui ont des infrastructures, ce sont celles qui ont plus de 10 salariés et plus de 2 millions de budget. Celles-ci vont être dans l'impossibilité de fonctionner dans les équipements culturels, sportifs. Elles vont plus pouvoir investir avec des conséquences sur l'économie. Donc il faut revenir à un tarif régulé, mais aussi pour nos entreprises qui vont peut-être parfois délocaliser pour aller dans des pays qui utilisent une électricité moins chère et carbonée, au charbon à la lignite. Ouais. Donc il faut absolument qu'on revienne à une réglementation du tarif, parce que le marché, c'est un constat, ne fonctionne pas. Je vous remercie. Pourrez-vous porter cette parole aussi au niveau européen, madame? Ce sera un long débat de discuter de comment est-ce qu'on peut faire évoluer le marché. Le marché a un mérite qui continue à faire se rencontrer des acheteurs et des vendeurs à un prix de gros qui est fixé et qui permet d'avoir des transactions. La grosse difficulté, c'est que ce prix de gros n'a pas vocation à devenir le prix payé sur la totalité de la consommation de tous les consommateurs du pays. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui, puisque via l'Arenh, il y a quand même une partie de l'électricité payée en France au prix de l'Arenh, qui lui-même est en cours de rediscussion, parce qu'on sait tous que les 42 € du mégawattheure ne sont pas représentatifs du coût pour EDF de cette Arenh. Peut-être, juste pour rentrer dans cette discussion très rapidement, puis on va aller déjeuner, je trouve que ce que cette crise montre, c'est la pertinence des outils français. À un moment, après 10 ans, où la France, ou 20 ans, s'est battue pour maintenir ces outils un peu envers et contre tout. Le fait d'avoir un nucléaire régulé, même s'il faut faire évoluer cette régulation, c'est une bonne chose. Le fait d'avoir des tarifs réglementés de vente qui protègent les consommateurs résidentiels aujourd'hui, c'est une bonne chose. Le fait de pouvoir retravailler un mécanisme de prix entre le prix de gros et le prix de détail, c'est une bonne chose. Le fait d'acheter de façon centralisée des énergies renouvelables avec des appels d'offres, c'était un investissement dans la période précédente, ça devient une recette majeure pour le pays aujourd'hui. C'est une bonne chose. À partir de tous ces éléments, on peut sûrement faire évoluer un système qui est en partie le système européen et en partie le système national, qui revalide finalement des choix qui ont été faits il y a 10 ans, qui ont été très contestés à l'échelle européenne et qui maintenant apparaissent comme des choix protecteurs. Xavier Pinta, je vous laisse le mot de la fin. Oui, s'il n'y a plus d'autres questions, puis on va aller vite parce qu'il faut revenir très vite ici, non, pour vous remercier une nouvelle fois. Puis d'après ce que j'ai compris, on va être amené à se revoir très vite, d'ailleurs pour toutes ces affaires de réforme donc, en cours pour l'organisation des marchés. Et puis il y a aussi les dossiers récurrents du tarif d'utilisation des réseaux publics sur lequel on est consulté, les fameux TURP et RTD. Voilà. Donc en tout cas, merci, on était très sensible à votre présence aujourd'hui. On peut l'applaudir. Voilà. Merci beaucoup, madame.